Partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes très heureux parce que la semaine passée, vous nous avez contactés, nous avons échangé avec vous. Merci pour vos soutiens. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Nous allons parler du cancer et de ceux qui s'investissent pour sauver des vies face à cet ennemi qui est le cancer. Et sans plus tarder, je vais recevoir le président national de la Fondation Aurore avec qui je veux m'entretenir. Docteur Patrick Ngoma, nous vous saluons. Bonjour, monsieur le journaliste. Docteur, vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, vous revenez avec une casquette de président d'une ASBEL, d'une fondation. Pourquoi vous lancez dans une fondation dénommée Aurore? Parce que déjà, vous sauvez des vies en tant que médecin. Oui, merci pour cette question intéressante. En nous lançant dans une fondation, nous pensons qu'on peut aider un plus grand nombre de gens qu'en le faisant dans une structure bien déterminée où nous prestons. Donc on veut sauver le maximum de gens, on veut aider le maximum de gens et on veut surtout matérialiser une vision, notre vision, celle de l'avènement d'un monde sans cancer, dans lequel chaque Congolais serait un acteur de la promotion de la santé et chaque Congolais bénéficierait, accéderait aux soins de santé sans aucune restriction. Si vous nous prenez de cours, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat, diffusé sur Kin 24 Télévision. Nous recevons pour vous le docteur Patrick Ngoma, qui est le président national de la Fondation Aurore, une des ASBEL en République démocratique du Congo que vous devez vous familiariser. Docteur Patrick Ngoma, avant d'aller dans la présentation de votre fondation, premièrement, de quel type de cancer vous occupez-vous? Ou vous êtes plus dans tout type de cancer, sein, ainsi de suite? Non, non, nous on se focalise sur les cancers digestifs parce que, vous savez, lorsqu'on prend les 5 cancers les plus meurtriers, donc ceux qui tuent le plus au monde, selon les statistiques de l'OMS, 3 sont digestifs. C'est notamment le cancer colorectal, le cancer du foie et le cancer de l'estomac. Et ces 3 cancers sont évitables. Donc c'est facile de pouvoir prévenir ces cancers, de lutter contre ces cancers. Donc c'est pour ça que nous nous focalisons d'abord sur les cancers digestifs, et d'autant plus que moi-même je suis gastro-entérologue, donc je reste dans ma spécialité. Voilà. Docteur, maintenant nous arrivons à la présentation de votre ASBEL. Pouvez-vous nous la présenter et comment elle se compose? Oui, merci beaucoup. Donc la Fondation Aurore, c'est une jeune fondation qui a connu son lancement officiel à peine en novembre dernier. Donc c'est une fondation qui lutte contre le cancer, les cancers digestifs en République démocratique du Congo. Et cela à travers l'information, à travers la sensibilisation, la prévention, mais aussi et surtout la prise en charge et la recherche. Pas une recherche fondamentale, mais une recherche épidémiologique et clinique. Et pour ce faire, dans notre stratégie, on a pensé qu'on pouvait y aller avec 4 départements qui sont certes autonomes, mais qui ont comme charpente commune la vision même de la fondation. Et donc, nous avons le département de la communication, puisqu'il faut informer les gens sur les cancers. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens font. Ils le font parce qu'ils ne savent pas que c'est des comportements à risque qui peuvent exposer au cancer et que rien que l'information seulement peut aider les gens à prévenir. À titre illustratif, je peux citer le tabagisme. Il y a des gens qui fument et qui ne savent peut-être pas que fumer expose au cancer ou que l'obésité exposée au cancer. Vous savez, ici chez nous, en RDC, l'obésité est perçue comme un moyen de... Enfin, c'est un peu comme un signe de prestige.
Hein. Donc je vois beaucoup de gens quand ils se marient, ils veulent prendre du poids pour montrer que voilà, le mariage est réussi, que c'est bien, ils sont bien, ils ne souffrent pas, ils ont la bonne vie, tout ça. Ils ne sont peut-être pas informés que c'est la porte ouverte à plusieurs maladies, dont les cancers, y compris le cancer colorectal, où il y a toutes les preuves dans l'évidence-based médecine qui montrent que plus on prend du poids, plus on est exposé au cancer du côlon. Donc on a un département de la communication pour ça. Et notre deuxième département, c'est le département de la santé publique, puisqu'il faut une éducation sanitaire, puisqu'il faut une sensibilisation au dépistage, et il faut un dépistage. Et donc il fallait un département santé publique. Et pour nous, la particularité, c'est que quand nous prenons le dépistage du cancer colorectal, par exemple, nous y allons avec une approche du calcul du risque individuel et non une approche du risque collectif. Vous savez, les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus ont déjà un risque modéré d'avoir un cancer colorectal. C'est pour cela qu'on leur suggère de réaliser une coloscopie pour voir si ces personnes ont des polypes ou pas. Et donc, là, c'est une dimension santé publique. Mais lorsque on intègre le risque individuel, donc on considère ce grand groupe de gens qui sont étiquetés comme étant à risque modéré, et qu'on s'intéresse à chacun de manière particulière, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont un risque élevé, que l'on étiquette à tort, mais puisqu'on parle de santé publique comme étant un risque modéré. Et on perd le temps à faire une recherche de sang occulte, et puis coloscopie et tout le reste. Nous, on calcule le risque à travers le score de Kaminski, et que si le risque est élevé, ben, on vous propose déjà une coloscopie de dépistage. Alors, on a un département clinique, puisque toutes ces personnes chez qui nous posons le diagnostic doivent être prises en charge, ou bien à tout le moins on doit pouvoir orienter leur prise en charge. Et c'est le rôle de ce département clinique, mais aussi le département clinique veut disponibiliser un peu les moyens diagnostiques, faciliter l'accès aux soins. C'est ainsi que récemment nous avons organisé une campagne consultation gastro pour tous, où nous avons invité des gens qui ont des signes digestifs de gravité, de pouvoir consulter gratuitement des gastro-entérologues. Donc il y a 5 gastro-entérologues qui étaient dans la partie avec médecins généralistes, et on a fait une campagne à l'hôpital du Cinquantenaire où on a reçu des patients gratuitement et qui ont réalisé des examens à coût réduit. Et parmi ces patients qui sont venus, on s'est rendu tout de suite compte qu'il y en avait qui avaient des cancers et des polypes. Donc c'est une activité qu'il fallait vraiment. Alors il y a aussi le département de la recherche scientifique. Comme je disais tantôt, pas parce que nous voulons organiser une recherche fondamentale, trouver les médicaments contre le cancer du foie ou de l'estomac, non, mais parce que nous voulons comprendre la situation des cancers digestifs en RDC à travers la recherche. Donc une recherche épidémiologique, une recherche clinique, les données font vraiment défaut. Donc on ne sait pas aujourd'hui quelle est la vraie prévalence du cancer de l'estomac, par exemple ici en République démocratique du Congo, quelle est la vraie prévalence du cancer colorectal. Donc il y a des chiffres qui sont peut-être publiés, des chiffres que les différents centres d'endoscopie ont, mais une étude vraiment à l'échelle nationale qui collige tous ces cas fait défaut jusque-là. Donc ce qui fait que nous voulons comprendre la situation du cancer par la recherche, et nous pensons que ça peut aider à améliorer la prise en charge, mais en amont, ça peut aider à améliorer la prévention du cancer. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez, Tchela, Mwanda, Boma, du Canada, Montréal, Québec, de Kenya. Vous nous suivez à Kampala, vous nous suivez à Dar es Salaam, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le président national de la Fondation Aurore, Dr
okoki koloba nini na baiki o baolanda biso o etali makambo ya fondation na yo na lingala ozoloba bampe wana. Donc tosali fondation et donc eza association oyo lutter contre cancer na na République démocratique du Congo. Boyebi que toza na baka ebele à cancer. Généralement biso to poser diagnostic à cancer na bato baza vraiment très jeune. Récemment tozui patient tout le monde a 32 ans, hein, to poser diagnostic à cancer et à colon et à michopo. Mobile n'a été qu'à unité et ça déjà 2 mois moyen pour ça examen pour te prendre en charge et zaté. Hein, tozana ba patient mususu tolandaka pour que ba soit occasion ça la endoscopie alors que examen docteur asinga kiango parce que c'est urgent ba osala ba sans na ba sans hein na mon patient mo biso aza pe na cancer à colon l'air a ça qui témoignage nae asala qui 7 mois banda ba singa qui asala coloscopie examen mbongo zate makoke zate. Alors là, tout ça avec l'examen, tout le monde qui a un cancer, et puis c'était déjà trop tard parce que le cancer est déjà au niveau, et puis ça a métastase au niveau à foie, ainsi de suite. Et en gros, tout le lobby, tout ça, fondation, Oyo Sunga, bateau, bazana, problème, wana. Alors, objectif, Nabiso, Tolingi, que lobby cancer est allé soutenir pays Nabiso. Donc, on a des visions Nabiso. Alors, le lobby, il faut que tu aies cette information au Esengeli, na Banamboka, il faut que tu sensibilises Bango, il faut que tu aies Bango, ni Oekoki, ko pesa cancer, pour que tu Bango, ba éviter bilo konyo soana. Et puis, ce que tu poses diagnostic, il y a cancer, et puis Bango, il faut que tu sunga Bango pour un traitement, ça peut les aider à pouvoir s'en sortir. Alors, Fondation Abus Cézanne département miné, c'est comme ça qu'on dit, miné. Département à Liboso, il y a département à communication. Département, il y a Mibalé, il y a département à santé publique. Il y a dépistage, activité promotionnelle, éducation sanitaire. Alors, 3e département, il y a département et à clinique où ils ont ça va traitement contre le cancer ainsi de suite et département à Souka et ça département à recherche clinique parce que tu lobby que il faut que tout ça étude hein, recherche pour que tu comprennes la situation à cancer et ça n'engeni na pays na biso bon monde que biso la particularité tu toqué na poto généralement cancer tout le monde en gros na bateau bazar n'a pas plus de 60 ans, 70 ans, mais awa et puis la biso cancer est très fréquent. Na pas bilingue, bazan a 30 ans, bazan a cancer. Mais docteur Paul Anine Zokoma Bongo, ndenyo ko kebisa ba o ba o la na biso na ndaku. Et lo nini ko exposé ba on a cancer. Ou ba yeba. Bon, bien entendu, il dépend de la cancer. Nini, aujourd'hui, cancer, il y a foie, par exemple. Cancer à foie, et là, ils ont favorisé cancer à foie, ils ont hépatite. Kala, vaccination à hépatite, ils ont quitté le programme Nabiso. Alors, ce qui fait que prévalence à hépatite, ils ont vraiment l'icolo, dans le pays Nabiso, ils ont facteur de risque pour le cancer. Il faut un dépistage précoce déjà à hépatite, ce que nous avons hépatite, tu peux essayer traitement. Et en gros, ça, cancer à foie déjà dans la vingtaine, la trentaine d'années. Bon, cancer colorectal, généralement, côté à bilingue, surtout, ils ont une prédisposition génétique. Hein? Ils ont une prédisposition génétique. Déjà, bien avant, il fallait que le diagnostic puisse être posé chez les parents pour qu'on puisse prévenir ça chez les enfants. Malheureusement, les moyens diagnostiques faisaient défaut. Beaucoup de gens n'ont pas eu accès à l'endoscopie. Donc, il y a des parents qui sont décédés, on ne sait même pas qu'ils sont morts d'un cancer colorectal, tout ça. Voilà, par rapport à l'estomac, les infections à Helicobacter pylori, c'est une infection que les gens attrapent très souvent pendant la tendre enfance. Vous savez, il y a certaines habitudes dans notre mode de vie qui favorisent la transmission, puisque la transmission
elle est oro-orale, donc par la salive, par la bouche, mais aussi oro-fécale. Donc c'est un peu une maladie des mains sales. Donc quand je vois la transmission oro-orale, il y a des cultures où les mères, par exemple, font la prémastication. Donc elles mâchent. Voilà. Nous sommes favorisés par l'infection ou bien à utiliser même cuillère. C'est des facteurs où ils ont favorisé transmission et infection. On a déjà na bomoana. Bon, c'est sans compter ce que voilà, tout ça. Tozoyamba pona bino mwana mboka Dr Patrick Ngoma Ouazali, président de la Fondation Aurore Lingala Neza Malamu ata eza lokolo ya mumpe. Docteur, nous continuons, nous recevons sur votre plateau du magazine Genre et Volontariat le docteur Patrick Ngoma qui est le président de la Fondation Aurore avec qui nous sommes en train d'échanger par rapport au cancer. Lui, il lutte par rapport au cancer mais dans un domaine spécifique. Docteur, maintenant nous allons aller, la prévention est plus bénéfique que toute thérapie. Oui. Quelle est la prévention que ceux qui vous entendent maintenant, qui vous suivent dans ce magazine, peuvent faire? Et dans votre ASBEL, qui sont les personnes ciblées et leur tranche d'âge? Ok. Merci, c'est une très très bonne question. La prévention, en tout cas, on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Et la prévention, elle est à la portée de bourse de tout le monde. Puisque les gens qui souffrent de cancer, la prise en charge du cancer coûte trop cher. Je vois par exemple, avant de répondre à la question, juste pour que les gens aient une idée, lorsqu'on diagnostique un cancer, on demande de faire un bilan d'extension pour voir si le cancer est localisé ou bien si il a donné des métastases à gauche et à droite. Et parfois dans ce bilan d'extension, on demande de faire un scanner thoraco-abdominopelvien, donc qui prend le thorax, le ventre, le pelvis. Et ça déjà, ce scanner, c'est dans les $600 et quelques. Alors qu'il a peut-être payé $450 ou $630 pour faire cette coloscopie. Vous voyez, ça coûte. Et lorsque on doit, il y a d'autres examens, on a fait des prélèvements, il faut faire l'immunohistochimie, tout ça, c'est des examens qui vont coûter dans les $300. Et lorsqu'on lance le traitement, l'opération elle-même, ça dépend. Généralement, c'est dans les $3000, $2500, parfois plus. Et il faut une chimiothérapie après. Il faudra prévoir minimum $500 chaque mois. C'est beaucoup et beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de s'offrir ce luxe-là. Hein? Parce que nous, on a des patients jusque-là qui attendent de se faire opérer. Et la patiente qu'on a fait opérer pas plus tard qu'aujourd'hui, qui a 53 ans avec un cancer au niveau de l'entrée de l'estomac, au niveau du cardiaque. Le diagnostic a été posé, ça fait 2 mois. Donc, on s'est battu pendant 2 mois pour qu'elle se fasse opérer aujourd'hui parce qu'il lui fallait aussi réaliser quelque chose comme moyen financier pour que la fondation puisse lui accorder les facilités que l'on pouvait. Vous voyez? Et cela a pris 2 mois. Donc, la prise en charge thérapeutique n'est pas à la portée de tous, mais la prévention, elle est à la portée de tous. Et qui dit prévention primaire, c'est lutter contre les facteurs de risque. Alors, lutter contre les facteurs, nous, on s'intéresse à tous les adultes. Nous commençons déjà à l'âge de 18 ans, sauf pour les personnes qui sont issues des familles où on a un cancer chez des personnes jeunes. Par exemple, on a parlé, nous avons 2 patientes en fait, une à 32 ans, l'autre à 33 ans, qui ont des cancers du côlon. Vous voyez que leurs enfants, on va s'intéresser à eux en étant jeunes, parce que là, on est dans des cadres de syndrome génétique. Là, on descend vraiment en dessous 15 ans. Déjà, on s'intéresse aux enfants. Mais dans les cas classiques, on s'intéresse aux adultes parce que on se dit, même s'ils ne sont pas porteurs d'un éventuel cancer,
mais ils peuvent déjà adopter un mode de vie sain pour prévenir qu'ils ne fassent pas un cancer demain. Alors, dans cette prévention, nous luttons contre plusieurs facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est l'obésité. Donc, les gens doivent arrêter de penser que être obèse, c'est un signe de prestige. Ça montre que parce qu'on a un gros ventre, on a de l'argent, on peut être respecté de la sorte. Donc, les gens, je demande à tout le monde de faire le calcul de l'indice de masse corporelle. Ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir le poids, vous divisez par votre taille en mètres. Par exemple, si vous pesez 60 kg et que votre taille c'est 1,50 m, ben vous faites 60 divisé par 1,5, donc par 1,50, puisque vous avez 1,50 m, et divisé encore par 1,50. Donc la taille est élevée au carré. Et vous allez voir si vous êtes en surpoids. Si la réponse est au-delà de 25, vous êtes en surpoids et c'est déjà un risque. Et si vous êtes au-delà de 30, le risque est de temps plus élevé. Les gens peuvent arrêter de fumer parce que le tabagisme, c'est un grand facteur de risque. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont accros à ça, ils ne réalisent pas les conséquences qui vont arriver demain. Pour quelqu'un qui, plus vous fumez, plus vous augmentez le risque d'avoir un cancer, ça peut être pulmonaire, mais aussi digestif, puisqu'on est dans la sphère digestive. Alors, lorsque nous prenons les régimes qui sont trop carnés et pauvres en légumes, c'est un autre facteur de risque. Il y a des gens qui vous mangent trop de viande, mais très peu de légumes. Je suis un peu écœuré lorsque je tombe sur des patients qui disent « Docteur, vraiment, moi, je n'aime pas trop les légumes ». Mais c'est vraiment un facteur de risque. Il faut manger, par contre, beaucoup de légumes et peu de viande. Parce que ceux qui consomment beaucoup de viande et qui consomment moins de légumes sont à risque de faire un cancer du côlon. Vous voyez? Et donc, c'est important de pouvoir... c'est vrai que ça coûte un peu cher d'acheter les fruits, tout ça, mais il y a des légumes qui sont à la portée de toutes les bourses que les gens peuvent s'offrir, quoi. Vous comprenez? Alors, des régimes qui sont hyper caloriques, donc où il y a trop de calories, devraient aussi être évités. Ça va favoriser l'accumulation des graisses et par voie de conséquence, si la graisse s'accumule dans le foie, ça peut même prédisposer à faire un cancer du foie. D'autres facteurs qui devaient être évités, c'est la sédentarité. Il y a des gens qui ne font pas l'exercice physique. Et ça, c'est très dangereux. En principe, on doit avoir 30 minutes d'exercice physique par jour pour prévenir la survenue de certains cancers, notamment le cancer du côlon aussi, puisque les gens qui ne font pas l'exercice physique qui sont à risque. Vous voyez que ça ne nous coûte rien en fait d'avoir une activité physique, faire des exercices physiques, de marcher à pied une trentaine de minutes par exemple, d'éviter de passer trop de temps devant la télé, devant un ordinateur, tout ça. Il faut un mode de vie sain. Vous voyez que c'est des choses qui sont à la portée de tous. Marcher. Ben, on ne vous demande pas de payer de l'argent pour marcher. Par contre, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez vous dire, OK, je descends, si vous avez un transport en commun, je descends 1 ou 2 arrêts avant d'arriver chez moi et je marche. Vous voyez? Le week-end, comme ça peut être une occasion de pouvoir marcher avec des amis, en famille, pour ceux qui ont une activité professionnelle qui ne permettent pas de marcher peut-être durant la semaine ou qui n'ont pas un tapis dans la maison sur lequel ils peuvent faire des exercices de marche. C'est autant d'éléments que les gens doivent avoir à l'esprit pour pouvoir prévenir la plupart des cancers en fait. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat diffusé sur Guine 24 Télévision. Nous recevons pour vous le docteur Patrick Ngoma qui est le président de la Fondation Aurore. Docteur, nous prenons déjà la ligne droite de nos échanges. Le traitement et les examens. Quel est l'examen qu'on doit faire pour diagnostiquer que quelqu'un a le cancer dont vous parlez? Et puis, les traitements, ça se passe comment? Ok, merci beaucoup. Donc, le diagnostic dépend d'abord du cancer, parce que si c'est dans le tube digestif, donc au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins,
pour poser le diagnostic, il faut faire une endoscopie digestive, soit haute ou basse. Donc, aller voir dans l'estomac ou dans le gros intestin. Alors, lorsque ce sont les annexes du tube digestif, donc là, je vois le foie, par exemple, le pancréas, la vésicule biliaire, tout ça. C'est plus une échographie qui nous oriente, le scanner, par exemple. Mais la confirmation du diagnostic se fait après un prélèvement de la masse et une analyse histopathologique au laboratoire. C'est ça qui vous permet de confirmer à 100% qu'il s'agit là d'un cancer et pouvoir maintenant lancer une prise en charge. Alors, dans la prise en charge, il y a, tout dépend du stade de la maladie. En fonction du staging, parce que lorsqu'on pose le diagnostic, on doit faire le staging de la maladie. Il y a plusieurs examens qui sont demandés en fonction du type de cancer. Et en fonction du staging, on peut décider en concertation multidisciplinaire d'oncologie, puisque nous faisons toujours ça. Nous présentons nos cas, soit aux cliniques universitaires, mais en dehors de ça, nous, on a nos experts qui sont consultés pour tous les cas diagnostiqués par la Fondation. Les experts sont contactés et on fait une confrontation de leurs avis et on décide alors de la prise en charge. Soit on propose aux patients un traitement qui est curatif, soit on propose aux patients un traitement qui est palliatif. La majorité des cancers, quand ils sont diagnostiqués tôt, guérissent. Le cancer du côlon, par exemple, à titre illustratif, c'est celui que je cite le plus, lorsqu'il est diagnostiqué au stade 1, la survie à 5 ans est de 95%. En tout cas, on a 9 chances sur 10 de pouvoir guérir lorsque le diagnostic est posé tôt. Alors que lorsque le diagnostic est posé tard, on a très peu de chances de pouvoir s'en sortir. C'est pour cela que les gens devraient avoir peur, ne devraient pas avoir peur de se faire dépister ou de poser un diagnostic précoce. Il y a des gens, par exemple, qui saignent par l'anus pendant des années et qui se disent non, ils ont hémorroïdes. Bon, ils ont hémorroïdes, comme on aime dire ici à Kinshasa, ils ont hémorroïdes. Non, mais vous devez voir un gastro-entérologue qui doit faire une coloscopie et vous certifier que ils ont hémorroïdes, comme vous aimez le dire. Parce que hémorroïdes, plutôt comme ils aiment le dire. Là, maintenant, vous pouvez choisir qui vous voulez comme référent pour votre prise en charge. Un praticien si vous voulez, un médecin, n'importe qui. Mais au moins, on vous a dit qu'il n'y a pas autre chose genre cancer et tout le reste. Vous voyez, il y a des gens qui ont une alternance diarrhée-constipation ou qui ont une modification récente du transit, qui se disent non, depuis l'année passée, depuis quelques mois, je suis de plus en plus constipé, mais qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi. Il y a sûrement quelque chose qui se passe. Il faut aller comprendre ce qui se passe. Bien entendu, il y a des gens qui préfèrent faire la politique de l'autruche. Ils se cachent le visage. Mais même si vous cachez le visage aujourd'hui, la maladie va vous rattraper et il sera peut-être trop tard. Alors que si on a agi tôt, vous aurez eu toutes les chances de pouvoir vous en sortir. Et donc, lorsqu'on a décidé de faire un traitement curatif, on vous propose, tout dépend du cancer. Pour certains cancers, on fait une radiothérapie avant d'opérer et une chimiothérapie. On appelle une radiochimiothérapie néo-adjuvante et puis on vous opère et puis on fait une chimiothérapie. Pour d'autres, on peut faire une chimiothérapie avant d'opérer et puis on opère et puis on fait encore notre chimiothérapie. Pour d'autres, on opère d'emblée. Vraiment, tout dépend du stade. Il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la décision. Pour d'autres, on opère d'emblée et puis après on fait une chimiothérapie. On peut même ne pas faire une chimiothérapie. Je vois par exemple quelqu'un qui a un cancer localisé, qui n'a pas de métastase. L'histologie dit qu'il n'y a pas d'embole vasculaire ou lymphatique. On peut ne pas faire de chimiothérapie. L'opération peut être curative. Et nous, on a des patients dans notre fil qui sont guéris du cancer et qui participent aussi à la lutte contre le cancer, qui nous aident à faire reculer le cancer en République démocratique du Congo. Docteur, actualité oblige, comme vous l'aviez dit, nous devons tous contribuer pour prévenir, faire face au cancer
en allant se faire diagnostiquer tôt afin d'être pris en charge de manière adéquate. Oui. Docteur, actualité oblige, nous sommes face au Covid-19. Vous êtes spécialiste dans la prise en charge médicale de ceux qui souffrent du cancer, les diagnostics, ainsi de suite. Nous aimerions savoir, est-ce qu'une personne qui souffre déjà du cancer est fragile face au Covid-19? Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Vous savez, le Covid nous prend vraiment au dépourvu. Donc pour ceux qui sont dans le domaine médical, je dis toujours que le Covid est venu nous faire un toucher rectal, pratiquement. Parce qu'on est un peu désarmés. Désarmés dans le sens que il faut lutter contre cette pandémie, qu'on s'en débarrasse. Elle a stoppé tout, pratiquement tout. Et on a l'impression que la lutte contre le cancer devrait être aussi stoppée. Alors qu'il y a une urgence à lutter contre le cancer, ça ne devrait pas attendre. Mais aujourd'hui, le message, comment on va parler du cancer devant Covid, toute la presse, toute l'humanité est focalisée sur le Covid. C'est comme si d'autres maladies n'existaient pas, le palu, ainsi le diabète, ainsi de suite. Voilà. Et on doit pouvoir continuer en fait à intégrer toutes ces maladies-là. Mais les patients, pour revenir à votre question, les patients qui souffrent de cancer sont beaucoup plus fragiles, plus vulnérables face à cette maladie. Au Covid-19. Yes. Nous, on a déjà la chance, c'est qu'il n'y a pas vraisemblablement par rapport aux pays occidentaux beaucoup trop de cas sévères qui nécessitent une réanimation très avancée. Mais les personnes qui souffrent de cancer, par exemple, même quand elles s'ignorent, donc le cancer diminue l'immunité. Il y a une diminution de l'immunité, donc il y a une fragilité du système immunitaire chez les patients qui souffrent du cancer. Ce n'est même pas impossible que c'est la diminution de l'immunité qui a favorisé, parce que parfois quand la diminution de l'immunité favorise, ça peut diminuer, arrive, on peut peut-être faire un cancer. Ça arrive. Parce que lorsque les cellules se multiplient, à chaque moment, les cellules sont en train de se multiplier dans notre organisme. Et parfois, donc une cellule donne deux cellules filles qui se ressemblent, qui sont identiques à la première, avec le même matériel génétique. Mais parfois, il y a des petites erreurs qui se forment dans la réplication de l'ADN. Et l'organisme doit pouvoir détecter ces cellules anormales immédiatement et pouvoir les supprimer. Alors, si déjà l'immunité fait défaut, ce mécanisme peut être défaillant et du coup les cellules anormales vont continuer de proliférer. Donc les gens qui ont le cancer, souvent ils ont une diminution de l'immunité. Et quand il y a une diminution de l'immunité, la conséquence c'est qu'on ne sait pas se défendre contre ces maladies et surtout cette maladie qui est le Covid-19. Mais aussi les patients qui souffrent de cancer, vous savez qu'on donne la chimiothérapie. Cette chimiothérapie elle-même diminue aussi l'immunité. Donc l'organisme ne sait pas se défendre contre les agressions des microbes. Et par voie de conséquence, si une personne cancéreuse, qu'elle soit sous traitement ou pas, arrivait à avoir le Covid, ça peut être fatal. C'est pour cela que pour tous nos patients qui souffrent de cancer ou qui sont sous traitement, le conseil que nous donnons vraiment, c'est d'être très rigoureux, très strict par rapport aux mesures gestes barrières. Voilà. Donc eux, vraiment, la rigueur est démise par rapport aux gestes barrières parce que déjà leur immunité fléchit parce qu'ils ont déjà le cancer. Mais docteur, vous en tant que, sur le plan psychologique, quand vous êtes en face d'un médecin, parce que plutôt en face d'un patient, tout le monde étant suspect, Covid-19, quelles sont les précautions que vous prenez? Parce que la personne qui vient vous voir en consultation, en cette période, on ne sait pas être proche de la personne, distanciation sociale, mais vous, médecin, comment vous allez faire la distanciation sociale par rapport à un patient? Comment vous faites maintenant avec cet état de psychose qui s'impose à tout le monde? Oui, déjà que nous, on a une autre particularité en gastro-entérologie, c'est que nous avons aussi des signes digestifs du Covid, auxquels au début on ne s'attendait pas trop.
Donc, on a tendance à dire, bon, ok, c'est plus les pneumologues, parce que on va voir des gens qui ont des difficultés à respirer, les infectiologues, des patients qui font la fièvre, tout et tout. Les gens qui ont les signes classiques que tout le monde connaît déjà aujourd'hui, ils sont déjà détectés dès l'entrée de l'hôpital, où il y a toujours des points de screening qui permettent de voir qui est suspect. On fait pour nous une présélection. On pense que ceux qui arrivent ne sont pas suspects. Mais on se rend compte dans la pratique que nous tombons de plus en plus sur des cas Covid-19 positifs qui n'ont aucun symptôme parmi ceux qui sont classiquement connus. Ils ne font pas de fièvre, ils n'ont pas de douleur thoracique, ils ne sont pas enrhumés, ils ne toussent pas, ils n'éternuent pas. Dans des malades sains, quoi. Voilà, qui viennent, bon, pas sains, ils viennent vous voir parce qu'il a une douleur abdominale. J'ai eu un cas pareil, douleur abdominale, et c'était Covid positif. J'ai eu un cas, c'était diarrhée. On m'appelle pour une diarrhée et c'était Covid positif. Et vous voyez que nous faisons des endoscopies chez des gens et ça augmente le risque, bien entendu, de contamination. Alors, les gestes barrières, on est vraiment très rigoureux par rapport à ça. Déjà, on exige quand ils entrent dans notre couloir de consultation qu'ils lavent les mains, même s'ils ont lavé les mains à l'entrée de l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai levé l'option que même s'ils ont lavé les mains dans le couloir, quand ils entrent dans mon cabinet, ils vont encore laver les mains. Les chaises sont vraiment éloignées de moi. Et lorsque maintenant je dois faire, là c'est pour la première partie de l'examen où je prends les symptômes, ça me permet déjà de voir si la personne est suspecte ou pas. Et maintenant, puisque je dois atterrir avec un examen physique, je dois toucher le patient, ben, je prends toujours la précaution d'avoir un masque FFP2 qui me permet d'avoir une protection un peu meilleure par rapport aux gens qui utilisent le masque chirurgical ou bien en tissu. Et aujourd'hui, j'ai aussi levé l'option que toute personne qui veut entrer dans mon cabinet doit avoir un masque. De toutes les façons, les autorités disent que les masques sont obligatoires. Vous savez, si on en est arrivé là dans cette histoire de Covid, il y a de plus en plus de cas et ça va continuer. C'est parce que les gens ne veulent pas suivre ce qu'on leur demande. Lorsqu'on leur demande de porter les masques, ah mais vous nous obligez de porter les masques alors que vous ne nous donnez pas les masques. Ben, c'est vrai que le gouvernement devrait en donner, mais on doit comprendre que nous, on n'est pas la France. On est un pays pauvre. C'est comme les gens qui ont des comportements à risque. Je m'excuse avec tout le respect que je dois à nos téléspectateurs. Ben, mais quand il va chez une prostituée, il se protège. Il ne demande pas que le gouvernement lui achète de quoi se protéger. Vous voyez ? Si vous tombez malade, votre prise en charge va vous coûter plus cher que acheter un masque ou fabriquer un masque en tissu. Et je conseille pour ceux qui veulent fabriquer le masque en tissu, c'est mieux d'ajouter une visiline fine, ça augmente quand même la protection au lieu que ce soit un masque en tissu simple. Alors maintenant pour les gens qui doivent faire l'endoscopie, outre tous les gestes barrières que nous avons instauré un système, d'ailleurs on le conseille pour les autres sondes d'endoscopie, de contacter les patients 2 semaines après, selon les recommandations, pour que l'on voit s'ils ont développé des symptômes, parce que ça vous permet de savoir si vous avez été un contact ou pas. Parce que si vous avez été un contact et que vous n'étiez pas protégé, vous avez l'obligation de protéger les autres patients qui vont venir vers vous et votre famille. Voilà. Très chers téléspectateurs, c'est très important, c'est que dit le docteur Patrick Ngoma, il faut respecter les gestes barrières, surtout quand vous souffrez déjà d'une maladie, vous avez le diabète, vous faites la tension artérielle, vous avez le cancer. Votre immunité baisse déjà. Vous êtes drépanocytaire, votre immunité baisse déjà. Il ne faut pas courir des risques de faciliter votre mort ou d'aggraver votre état de santé. C'est la raison pour laquelle vous êtes les tout premiers à insister sur les gestes barrières. Vous souffrez de l'asthme par exemple. Vous ne voulez pas porter de masque, de gants. Restez chez vous. Restez à la maison parce que vous allez aggraver votre cas
aggraver votre santé. Docteur, nous sommes en train de chuter. Les téléspectateurs se posent la question, ils se disent, oui, le docteur est en train de nous sensibiliser, mais est-ce que la prise en charge auprès de votre fondation, tout ce qui est dépistage, ainsi de suite, est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce que vous proposez aussi des prises en charge médicales gratuites sous forme de campagne? Oui, on le fait, mais avec beaucoup de limites parce que nous sommes une fondation qui est encore jeune et on n'est pas subventionné et on n'a pas de financement. Mais récemment, on a organisé une campagne de consultation gratuite, donc où les gastro-entérologues étaient disponibles pour rencontrer les gens gratuitement. Et ce que nous faisons, c'est, puisque nous, on ne veut pas pour le moment faire un hôpital, en tout cas, ce n'est pas notre objectif. On veut intégrer notre stratégie dans la politique de santé qui existe déjà. Et donc, on utilise les structures qui existent. On a négocié un hôpital partenaire, c'était l'hôpital du Cinquantenaire, pour que cette activité se fasse et que les examens soient réalisés à coût réduit. Et je vous assure, et les malades qui étaient venus peuvent le témoigner, ils étaient surpris de trouver ces genres de tarifs à l'hôpital du Cinquantenaire, où certains tarifs étaient divisés par 20 pratiquement, d'autres par 3, par 4. Donc, et ça a permis à certains patients de pouvoir réaliser les examens. Il y a des patients, plusieurs patients que nous avons soutenus pour qu'ils puissent réaliser des examens de dépistage. Coloscopie par exemple, gastroscopie, soit ils ont payé la moitié. Et parfois, quand nous on suspecte déjà sur le plan clinique que la personne peut avoir un cancer, ben, pour nous c'est une urgence. Si la personne n'a pas les moyens, pour le moment la fondation s'engage. On fait tout pour qu'il y ait une participation locale, mais quand il n'y a rien, vraiment il n'y a rien, pour le dépistage on s'engage. Mais maintenant pour la prise en charge, l'approche qu'on a eue c'est de faciliter les malades d'accéder à une chimiothérapie à coût réduit. Et donc on s'arrange pour avoir les molécules que nous achetons à l'étranger. Enfin, je ne vais pas vous dire qu'on achète ça en Europe, on achète ça en Inde. Mais des médicaments certifiés et on les vend aux patients au prix d'achat. Donc du coup, ça ne pèse pas trop pour eux. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous soutient, qui achète, qui disponibilise et qu'on peut donner ça gratuitement. On n'a pas nos appareils d'endoscopie pour dire que chez tous les patients, on va faire les examens gratuitement. Voilà pourquoi nous, parmi nos valeurs, la deuxième valeur, donc la première étant l'équité, la deuxième c'est la solidarité. L'équité, pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde puisse accéder aux soins de qualité identiques, et cela de la même manière. Et la solidarité, parce qu'on veut qu'il y ait une certaine mutualisation des soins pour que les gens puissent accéder. Et en entendant, puisque ça c'est le gouvernement qui peut mieux le faire. Et heureusement que le chef de l'État lance déjà cette politique de la couverture sanitaire pour tous, mais en attendant que ce soit vraiment effectif, nous comptons sur la solidarité de ceux qui peuvent aider. Il y a des gens qui font des souscriptions qui nous permettent justement de pouvoir aider les personnes qui souffrent de cancer. Je vous assure, il y a urgence. Les gens sont pauvres et n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. Donc on a besoin que les gens puissent nous aider à aider le maximum de gens que possible dans ce pays et à faire reculer le cancer. Aidons la Fondation Aurore à faire reculer le cancer par nos contributions, par nos dons, par notre accompagnement, même par notre soutien moral. Cela est le bienvenu. Nous avons reçu pour vous dans ce programme Genre et Volontariat Dr Patrick Ngoma, qui est le président national de la Fondation Aurore. Avec lui, nous avons sensibilisé sur le cancer et il nous a parlé des activités au sein de sa fondation. Docteur, un dernier mot pour mettre fin à nos échanges.
Merci beaucoup. C'est une invitation à tous ceux qui nous suivent de pouvoir faire avec la Fondation Aurore ce premier pas vers un monde sans cancer, en nous soutenant à faire reculer le cancer en République démocratique du Congo. La lutte contre le Covid ne devrait pas retarder ou empêcher la lutte contre le cancer. Il y a urgence. Nous avons beaucoup de patients qui ne savent même pas comment faire pour pouvoir se faire prendre en charge alors que nous avons déjà posé le diagnostic de cancer. Merci. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur la même chaîne et suivez-nous à volonté sur toutes les plateformes liées à ce programme et même sur la page Facebook du docteur Ngoma, vous allez retrouver ce programme Genre et Volontaire. Fondation Aurore sur Facebook. Voilà. Merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.